Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 40 millions d'électeurs, 20 candidats, un vainqueur. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a été réélu pour un deuxième mandat. Une victoire sans appel avec 73,47% des voix. Une victoire que la Cour constitutionnelle a confirmée ce 9 janvier après avoir rejeté 2 recours. Pour Félix Tshisekedi, ce deuxième mandat est l'occasion de concrétiser sa vision. Quelle sera la feuille de route de ce nouveau quinquennat? Réponse ce soir avec Eric Nindou. Vous êtes directeur de cellule de la communication de la présidence. Vous étiez également porte-parole du candidat, donc Félix Tshisekedi, lors de la campagne présidentielle. Bonsoir, c'est un plaisir. Bonsoir Madame Ramlichi, c'est toujours un plaisir d'être l'invité de Midi 1 TV. Un plaisir donc de vous avoir. Félix Tshisekedi, réélu pour un deuxième mandat. Donc une victoire avec 73,47% des voix, comme je viens de le dire en préambule. Une victoire attendue. Une victoire espérée, une victoire arrachée, comme on peut dire, vraiment avec ses tripes, parce que c'est une victoire qui était, d'abord, elle a été construite à partir d'un bilan, parce que le président, durant son premier mandat, a travaillé, il a pris des mesures fortes. Il a, par exemple, lancé la mesure sur la gratuité de l'enseignement primaire, qui a permis à près de 5 millions de jeunes enfants de retrouver le chemin de l'école. Pour certains, les parents n'avaient pas les moyens de pouvoir leur offrir une formation scolaire. Mais là, grâce à cette mesure, ils ont pu aller à l'école. Il a lancé, dans le domaine de la santé, la gratuité des soins pour les femmes enceintes, les soins de maternité, les soins du nouveau-né. Donc ce sont des mesures fortes qu'il a mis en place. Et puis j'en passe, d'autres choses, par exemple, sur le programme de développement des 145 territoires, essayer de construire des infrastructures à l'intérieur du pays. Il faut savoir ce que c'est le Congo. Le Congo, c'est un pays qui est grand comme 4 fois la France, 100 millions d'habitants, avec une croissance démographique qui dit que d'ici 2050, on sera 200 millions d'habitants. Donc c'est-à-dire, il y a des grands défis. Des défis d'infrastructure notamment. Et donc, je disais, il a eu un bon bilan, ce qui lui donnait un avantage par rapport aux autres candidats pour entamer la campagne électorale. Et puis, il a fait une campagne magnifique, formidable, parce qu'il a été au contact des Congolais partout où il se trouve. 53 meetings. Voilà, 53 meetings. Il a été le seul candidat qui a fait les 26 provinces du pays. Un défi logistique énorme. Et il a rencontré les Congolais et il est apparu face aux Congolais comme celui qui avait le plus de garanties, notamment en matière de sécurité, pour la sécurité du pays. C'était lui le garant de la sécurité, en matière de vision pour créer de l'emploi. Et notamment, vous savez, les 3 thèmes forts de sa campagne, c'était unité, sécurité et prospérité. Et là-dessus, les Congolais ont adhéré à sa vision. Et justement, en parlant de ces élections, quel regard portez-vous sur le déroulement, l'organisation? Écoutez, c'est un regard positif. Franchement, c'est un regard positif. Je sais que la presse internationale, notamment, a beaucoup glosé sur les irrégularités, les problèmes logistiques qu'il y a eu, notamment le premier jour, le retard d'ouverture de certains bureaux de vote. Mais face aux défis que cela représentait, et après analyse d'ailleurs, la majorité, d'ailleurs quasi la totalité des missions d'observation, à la fois nationales et aussi étrangères qui étaient sur place, celles de l'Union africaine, celles des entités sous-régionales, même celles aussi des églises, de l'Église catholique et de l'Église protestante, elles ont toutes dit que ces élections étaient les meilleures élections qu'on ait jamais organisées au Congo. Et rappelons que le président avait promis qu'elles se tiendraient en temps et en heure, et ça a été le cas. Déjà, elles se sont tenues à la date prévue par la Constitution, c'est-à-dire 5 ans après le premier mandat. Ce qui était déjà un défi relevé. Elles ont été financées par le gouvernement congolais sans aide extérieure. Près d'1,2 milliard de dollars financés par le Congo. Et elles ont été organisées par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, faite d'experts congolais qui ont mis ça en œuvre. Et comme je disais, malgré les petites irrégularités, toutes les missions d'observation ont dit que les irrégularités n'étaient pas en mesure d'entacher l'intégrité du processus, de tout l'exercice électoral. Pourquoi ? Parce que ce sont des irrégularités qui étaient minimales et marginales. Donc il faut bien retenir que ce sont des élections à la fois inclusives, 26 candidats au départ, vous l'avez dit, une vingtaine à l'arrivée parce qu'il y a eu quelques désistements, des élections transparentes,
on a su, aujourd'hui, on peut, en allant sur le site de la CENI, avoir les résultats des votes bureau par bureau. Il y a une cartographie de ces élections, donc tout est transparent, les chiffres sont là, et enfin des élections apaisées, parce que c'est pour la première fois qu'au Congo, il n'y a pas eu de mort à un moment de l'annonce des résultats. Et les Congolais étaient plutôt enthousiastes, ce qui prouve bien que les résultats annoncés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle, sont vraiment l'aspiration, l'exercice du vote populaire qui a choisi le président Tshisekedi. Des élections donc transparentes, et puis malgré l'appel de l'opposition qui a appelé les Congolais à sortir dans la rue, ça n'a pas été. Ça a été un gros flop. Voilà. Je suis désolé, mais ça a été un gros flop pour eux, pour cette opposition, qui avait le choix de porter ses arguments devant la Cour constitutionnelle. Ils avaient 2 jours ouvrables après la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont joué, comme on dit, le jeu de la chaise vide. Ils n'ont pas voulu, ils ont dénoncé tout le processus. C'était vraiment de la mauvaise foi. Et malheureusement, aujourd'hui, ben voilà, ces résultats ont été confirmés. Et le président est le président de tous les Congolais. Le président Tshisekedi a été élu, ça a été confirmé. La preuve aussi, non seulement cet enthousiasme à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Des centaines de messages de félicitations venant de l'Afrique et venant aussi de la communauté internationale pour féliciter cette belle victoire, parce que c'est une belle victoire. On parlera tout à l'heure, justement, quand on parlera des relations entre le Maroc et la RDC, en rappelant que Sa Majesté le roi Mohamed VI a félicité donc, Félix Tshisekedi pour cette réélection. Absolument, un très beau message donc, de parlons félicitations. maintenant de ce parti donc, du président qui est l'Union pour la démocratie et le progrès, qui est arrivé en tête des législatives avec 69 sièges sur 477 attribués. Donc, avec combien de partis le président peut former aujourd'hui une majorité pour son futur gouvernement ? En fait, les élections au Congo, c'est une alchimie assez particulière. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible qu'un seul parti puisse emporter la majorité, c'est-à-dire 251 sièges pour pouvoir avoir la majorité au Parlement qui compte 500 députés. D'accord ? Donc aujourd'hui, au terme des résultats provisoires annoncés par la CENI, parce qu'il faut encore qu'il y ait peut-être des contestations, et ensuite ces résultats seront confirmés par la Cour constitutionnelle. Et donc, les résultats qui sont sortis aujourd'hui donnent la majorité en tant que parti, en nombre de députés, à l'UDPS, qui est le parti historique du président Tshisekedi, qui était le parti fondé par son père, Étienne Tshisekedi, vraiment le combattant pour la démocratie au Congo. Et donc, ça veut dire que quand on regarde au-delà de l'UDPS, aujourd'hui, les partis alliés à l'UDPS, donc les partis alliés au président, ceux qui formaient ce qu'on appelle l'Union pour la nation, l'Union sacrée pour la nation, ils auraient entre, je dirais, 390 et 400 sièges. Une majorité, donc ça veut dire une majorité confortable. Ce qui veut dire, selon le système politique congolais, le président doit choisir son Premier ministre dans la majorité, parce qu'il est issu de la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, le président pourra travailler sereinement avec une majorité qui lui est acquise d'au moins, comme je disais, plus ou moins 400 députés sur 500 sièges. Une majorité donc déjà acquise. Tout à l'heure, vous avez parlé du bilan donc, du président pour son premier quinquennat. Vous avez parlé de la scolarisation donc, qui est gratuite pour en tout cas, l'enseignement primaire. Vous avez parlé des avancées au niveau de la santé également pour les femmes enceintes et puis les traitements et soins pour maman et pour le nourrisson. Absolument. Donc, donc parlons maintenant de ces grands axes et ces grands chantiers qui vont être travaillés durant les 5 prochaines années donc, par le président. Il l'a dit durant la campagne électorale, il avait déjà annoncé la couleur, parce qu'il a eu une campagne basée sur la sincérité, le président Tshisekedi. Contrairement justement à d'autres candidats, lui a parlé franchement, il a dit ce qu'il pensait et il a pensé ce qu'il a dit. Et les Congolais ont été au diapason justement de cette vision. Et cette vision, notamment, elle avait été résumée en 6 engagements. Ces 6 engagements, désormais, le président doit les concrétiser. Il a la responsabilité de les concrétiser. Vous savez, quand vous êtes plébiscité par la population, 73,47%, c'est un véritable plébiscite, vous avez un grand sentiment de responsabilité. C'est ce sentiment-là qui anime le président Tshisekedi. Aujourd'hui, il se dit, les Congolais m'ont choisi, donc je n'ai pas d'excuse pour mettre en œuvre mes engagements. Et notamment, parmi ces engagements, il y avait des priorités.
à commencer par la création d'emplois. Parce que vous savez, chez nous, il y a une grande proportion de la population, environ 70%, qui ont moins de 30 ans. Ce sont des jeunes. Et qui travaillent également dans l'informel. Voilà, et qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi, donc on doit créer des emplois pour eux. Le président s'est engagé à créer 6,4 millions d'emplois en 5 ans. Deuxième engagement, la hausse du pouvoir d'achat des Congolais. Il faut permettre à ces Congolais qui ont un travail, qui obtiennent de travail, qui créent de l'emploi, de pouvoir vivre décemment de cet emploi. Donc il y a tout un travail à faire sur la régulation, par exemple, du prix des denrées de première nécessité, le carburant, les denrées alimentaires. Troisième domaine, celui de la sécurité. Celui de la sécurité qui est très important. Elle est montée à 22% l'inflation après la guerre russo-ukrainienne. Absolument, c'est vrai. Mais vous savez, vous l'avez dit vous-même, c'est un phénomène mondial. Oui. Et quand on regarde d'ailleurs les autres pays africains, la RDC a plutôt bien résisté à la poussée inflationniste mondiale. Mais c'est clair que ça a causé des dégâts au Congo et que tout le travail aujourd'hui est à la fois de résister à cette inflation et de créer les conditions pour pouvoir justement avoir une économie forte. C'est pour ça que je vous rappelais, les maîtres mots de la campagne du président, c'était unité, sécurité et prospérité. La prospérité, c'est ce qu'on doit construire, mais on doit la construire avec les Congolais, pour les Congolais. C'est-à-dire, notamment, dans le domaine économique, faire que nos matières premières, tout le monde le sait, le Congo est un pays, comme disent certains, un scandale géologique, parce qu'il a toutes les matières précieuses que l'on cherche au monde, l'or, le diamant, le cobalt, le lithium, le tungstène, le cuivre. Mais ces matières ne sont pas suffisamment transformées, et donc le Congo ne perçoit pas une part assez suffisante de la plus-value créée dans la transformation. Pour être concret, vous voyez les téléphones portables, les tablettes électroniques que vous avez, dedans, il y a du lithium, dedans, il y a du cobalt, dedans, il y a du coltan. Toutes ces matières, on les trouve en RDC, mais malheureusement, les produits finis sont transformés ou produits en Chine ou aux États-Unis, et ce sont ces pays-là qui gagnent sur la plus-value. Le président Tshisekedi, il s'engage à vouloir créer sur place au Congo des entreprises, des usines de transformation, pour que l'on puisse, par exemple, dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, créer des batteries électriques, notamment grâce au cobalt et au lithium qui sont au Congo, parce que ça nous permettra aussi de pouvoir entrer de plein pied dans l'économie mondiale, dans la dernière technologie. Voilà ce qu'on va faire. Et parlons de sécurité maintenant. Absolument. Le bilan sécuritaire pour le premier quinquennat et puis les projets, vu l'instabilité qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'Est du pays avec la présence du groupe armé M23. Donc je sais qu'il y a déjà un processus qui a été signé avec les 9 pays aux alentours. Donc le processus de Luanda, la feuille de route. La feuille de route de Luanda, absolument. Où en est-on aujourd'hui ? Écoutez, on en est. Il faut, pour bien faire comprendre les choses, nous sommes sur une chaîne internationale, c'est-à-dire peut-être que tout le monde n'est pas au fait de l'équation qui se passe à l'est du Congo. Elle est simple. Il y a un pays agressé, c'est la RDC, et il y a un pays agresseur, c'est le Rwanda, le pays voisin. Le Rwanda qui dément toutes les accusations. Mais vous savez très bien que même le dernier rapport des experts des Nations Unies pointe du doigt le Rwanda et apporte des preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment être, excusez-moi, mais soit de fou ou de mauvaise foi pour nier l'implication du Rwanda dans l'agression du Congo. Donc le Rwanda soutient, équipe et même accompagne l'agression du M23, qui est un groupe terroriste, qui sont en fait les suppôts des marionnettes du régime de Kigali. Donc, quand on comprend bien cette équation, on sait on peut mieux comprendre ce que fait le Congo de son côté. Il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet diplomatique, vous en avez parlé. C'est par exemple tous ces accords qui ont été faits avec l'aide des pays voisins, qui sont d'accord pour essayer d'accompagner, parce qu'une déstabilisation du Congo a des conséquences sur tout l'ensemble de la sous-région, l'Afrique des Grands Lacs et même l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Donc de ce point de vue, c'est ça la feuille de route de Luanda. Luanda, c'est en Angola. L'Angola était le pays qui pilotait justement ce qu'on appelle la CIRGL, la conférence qui regroupe les pays des Grands Lacs. Et elle avait mandat, le président Lorenzo avait mandat, d'essayer de trouver un chemin vers la paix. Et cette feuille de route de Luanda, elle oblige les terroristes du M23 à déposer les armes, à être cantonnés dans des endroits bien précis, et puis peut-être aller dans un processus de démobilisation et désarmement. Malheureusement, jusqu'à présent, ces terroristes refusent d'appliquer cette feuille de route. Donc, il y a alors le volet militaire qui rentre en jeu. Et justement, le président était très ferme lors de sa campagne et a dit qu'il était prêt à aller jusqu'au bout et que le Congo était militairement prêt. Absolument, parce que c'est sa responsabilité. En tant que président,
il a la responsabilité de garantir la sécurité des Congolais. Il a construit une stratégie pour pouvoir garantir cette sécurité. Parce que quand il est arrivé au pouvoir en 2019, malheureusement, il avait trouvé une armée qui n'était pas en très bonne forme, si je peux dire. Parce que c'était une armée qui était formée par les regroupements des différents accords de paix qui avaient été signés dans les années précédentes. Et donc, il a mis beaucoup de moyens pour renforcer les capacités de cette armée, former les militaires, recruter de nouveaux soldats et augmenter notamment le solde des militaires congolais. Aujourd'hui, l'armée congolaise, elle est prête. Elle est prête à remplir sa fonction régalienne de défendre le territoire. Donc de ce point de vue-là, elle est aussi soutenue par le contingent de la SADC, c'est-à-dire l'Afrique australe, qui a envoyé un contingent qui est déjà déployé actuellement à l'est de la RDC et qui, lui, a une mission bien précise, c'est-à-dire forcer le M23 à s'aligner sur la feuille de route de Luanda, c'est-à-dire à déposer les armes, où on va les déloger des entités qu'ils occupent aujourd'hui illégalement à l'est de la RDC. Et les retombées justement de ces décisions stratégiques sont très attendues aujourd'hui dans le pays. Absolument. On le doit au peuple congolais parce que vous savez, il n'y a pas de développement sans paix et sans sécurité. Et c'est pour ça que la première des missions du chef de l'État, c'est de rétablir une bonne fois pour toutes et de façon durable la stabilité à l'est de la RDC. Et de cela, tout va découler à la fois la prospérité pour le Congo, mais aussi pour toute la sous-région, parce que ce sont des économies qui sont imbriquées et on a besoin de vivre en paix avec nos voisins et de pouvoir entamer des projets de co-développement. Et justement, parlons du Maroc. Quand on parle de projets de co-développement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de réactions suite à la réélection au niveau international de Félix Tshisekedi. Sa Majesté le roi Mohamed VI a félicité le président congolais. Le souverain s'est réjoui de la solidité des relations de coopération entre les deux pays et de leur volonté commune de les renforcer dans tous les domaines. Que dire de cette relation historique entre ces deux pays et comment créer un projet de co-développement ensemble? Mais d'abord, comme vous l'avez dit, en partant de l'histoire, en sachant qu'est-ce qui unit le Maroc et la RDC. C'est une histoire, d'abord, une histoire même personnelle pour le président Tshisekedi, puisque son père avait été brièvement ambassadeur du Congo, du Zaïre à l'époque, ici au Maroc. Donc il a vécu une partie de son enfance à Rabat. Il s'en souvient encore, et il en parle parfois avec ses interlocuteurs marocains. Et donc, il y a une relation forte. On se rappelle aussi l'amitié qui liait le maréchal Mobutu et le roi Hassan II. D'ailleurs, le maréchal Mobutu est enterré ici à Rabat, au cimetière chrétien. Donc, il y a des liens très forts entre la RDC et le Maroc. La dernière visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'était en février 2006, à Kinshasa. Et alors, la réciproque n'a pas encore pu être assurée, mais on espère que lors de ce deuxième mandat, le président Tshisekedi pourra faire une visite au Maroc. Mais en tout cas, il y a des liens très forts, notamment les Marocains ont payé de leur sang. Vous savez, à l'indépendance, à la suite de l'indépendance, il y avait eu des Marocains dans le contingent des Nations Unies pour pacifier le Katanga et certaines entités, certaines régions du pays. Ensuite, quand il y a eu des attaques de rebelles dans les années 80, le Maroc a aussi envoyé des contingents et certains soldats marocains y ont perdu la vie. Récemment aussi, dans le contingent de la Force des Nations Unies, la MONUC et puis la MONUSCO, il y avait même, je crois, jusqu'à 800 soldats marocains. Maintenant, ils doivent être autour de 300 et certains ont payé de leur sang. C'est-à-dire qu'il y a des liens très forts, à la fois entre les forces armées, entre les personnes qui travaillent dans la diplomatie et des liens économiques qui sont dynamisés, qui sont rendus vivants par notamment la Chambre de commerce et d'industrie, RDC, Maroc. Et il y a des domaines de prédilection dans lesquels on pourrait travailler. L'agriculture, les énergies renouvelables. On sait que le Maroc est un champion, non seulement africain, mais même mondial des énergies renouvelables. Le Congo est le pays solution en matière d'énergie renouvelable. Pourquoi ? Parce que nous avons le fleuve Congo et nous avons le soleil et nous avons la forêt qui absorbe le CO2. Donc, il faudrait renforcer cette coopération et notamment un dernier domaine, et je termine là, la question de l'hydrogène vert. Je sais que le Maroc a pris de l'avance dans ce domaine. Il a d'ailleurs créé une sorte d'OPEP africain des producteurs d'hydrogène vert. Le Congo a un potentiel immense grâce au barrage d'Inga de pouvoir se lancer dans l'hydrogène vert. On espère que la coopération pourra se renforcer entre les deux pays pour que l'expertise de l'un
et le potentiel de l'autre donne des résultats valables et mutuellement bénéfiques à tous. Absolument, une relation donc forte, historique, une coopération à venir qui va se renforcer davantage et des partenariats futurs économiques. Tout à l'heure, vous parliez du cobalt. Le Congo est le premier producteur de cobalt au monde. Oui. Et puis le Maroc qui aujourd'hui produit des batteries électriques et on utilise cette ressource, donc il peut y avoir interdépendance au niveau de la production et de cette chaîne de valeur dont vous parliez tout à l'heure qui était perdue un petit peu au Congo, donc avec la création des emplois et ce co-développement entre en tout cas surtout, le Maroc absolument. Et surtout disons-le, le Maroc a ce site particulier, j'ai aussi l'expérience d'avoir vécu un peu ici au Maroc, c'est que c'est un pays qui vit le stress hydrique, c'est un pays qui n'est pas notamment un pays tropical, et pourtant c'est un pays qui est l'exportateur net de fruits et légumes, notamment vers l'Union européenne et même vers d'autres contrées, la Russie et d'autres. Le Congo, lui, bénéficie d'un fleuve qui baigne pratiquement tout le pays. Il bénéficie d'une température tropicale. On pourrait mixer à la fois le savoir-faire marocain dans le domaine de l'agriculture et le potentiel congolais, parce que la révolution agricole du Congo, c'est l'enjeu du second mandat du président Tshisekedi. Parce que ce qu'il veut, c'est dire la revanche du sol sur les sous-sols. Le Congo a vécu pendant 60 ans, depuis son indépendance, sur la rente minière. Aujourd'hui, on veut faire du Congo un géant agricole. Et je pense que la coopération avec le Maroc pourrait nous permettre d'aller plus loin là-dedans. On revient un petit peu au plan diplomatique. Il y a un consulat qui a été ouvert à Dakhla, il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est en 2020, le 19 décembre 2020. Et donc cette cause qui est l'intégrité territoriale, c'est une cause importante pour le président Tshisekedi aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose de clair et quelque chose de constant dans l'histoire du Congo, du Zaïre avant et puis du Congo. C'est-à-dire que le Congo soutient le Maroc et le Congo reconnaît que le Sahara marocain est marocain. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. De la même manière, on le ressent parce que les questions de souveraineté, il y a comme une communauté d'esprit entre le Congo et le Maroc. De la même manière, ce qui se passe à l'est de la RDC, ce sont des voisins, un voisin en l'occurrence le Rwanda, qui veulent prendre des petits pans de notre territoire. Et nous nous battrons parce que la terre, c'est le sang et on ne peut pas lâcher la terre. De ce point de vue-là, le Congo et le Maroc sont sur la même longueur d'onde et sont solidaires l'un envers l'autre. Donc 2 pays solidaires d'intégrité territoriale non négociable, que ce soit pour le Maroc ou pour le Congo. Merci à vous, Monsieur Eric Ndou. Je rappelle que vous êtes directeur de la cellule de communication de la présidence. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Madame Ramnessi. C'était un plaisir aussi. Ça passe vite, 26 minutes. Voilà, c'est donc la fin de cet entretien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée et merci pour votre fidélité.